Bonsoir à tous. Je vois Bébé Kémé, Yafa, Percy qui sont là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Nous démarrons maintenant ou on se donne encore quoi, peut-être 2-3 minutes pour attendre si d'autres personnes nous reviennent, nous rejoignent. Monsieur Kémé, Bonsoir à tous. Yafa, Percy, quel est votre point de vue là-dessus? Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bon, je sais pas, je Qu'est-ce pense qu'on qu'on fait? peut On donner, démarre ou on attend encore jusqu'à... on peut donner 3 minutes. D'accord. Donc, notre minute fera 15 et puis on va démarrer avec ceux qui sont là. J'espère que vous avez quand même pu, durant la semaine déjà, refaire tout ce qu'on a vu la dernière fois, les 5 premiers points de notre plan. Est-ce que vous avez pu les refaire, déjà les parcourir pour vos différents projets, pour vos entreprises? Oui, prof, mais j'ai rencontré quelques difficultés là. Il y a quelques questions là qui me, par rapport Oui, à cela. allons-y. On peut prendre une, deux questions en attendant. Allons-y. Ok, prof, en fait, je voulais savoir, étant donné que le positionnement, c'est la place du produit dans l'esprit du client ou du consommateur, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut influencer le positionnement d'un produit vis-à-vis du client et du consommateur de façon positive. OK, pour influencer le positionnement, on a déjà vu quelques éléments dans les 4 premiers points que nous avons parcourus la dernière fois. Premièrement, il est important, comme on l'a dit, de connaître son entreprise, oui, mais surtout ses produits. Il répond à quels besoins, quels sont ses points forts et ses points faibles. Si tu fais déjà le mix entre le besoin que tu as identifié et la solution que tes produits apportent, tu as déjà un point d'intervention. Ça veut dire que si tu réponds véritablement, entièrement aux besoins de ce consommateur-là, même s'il avait une perception différente, tu peux déjà la modifier à ton avantage. Ça veut dire que ton positionnement dans son esprit peut changer. Ça, c'est le capital de bien connaître son produit et à quel besoin exact il répond. Deuxièmement, si tu identifies ton cœur de cible, parce que le cœur de cible, ce sont les personnes premières que tu veux toucher. Mais après, il y a une cible plus élargie qui peut être plus importante que ton cœur de cible. Si ton cœur de cible est déjà satisfait pleinement, il peut devenir à l'autre population, je peux faire dire ainsi, pour arriver donc à changer la perception par rapport au produit que tu leur présentes, au service que tu proposes. Ça, c'est la deuxième chose. Après, on va prendre l'exemple. Et le dernier élément que tu peux prendre à changer la perception que les gens ont. Tu vas voir à ce niveau-là quels sont les éléments sur lesquels tu peux jouer. Parce que la stratégie, c'est le long terme. Maintenant, il faut décliner avec le plan marketing, ça devient la tactique. Si tu arrives à bien le faire, à mettre toutes les actions qu'il te faut pour atteindre les objectifs, forcément, tu auras réussi à changer le mindset de ta cible, de tes clients, de tes consommateurs. Mais plus concrètement, on va prendre l'exemple qu'on peut prendre dans nos environnements pour qu'on soit plus là-dessus. On va prendre les téléphones portables. Au début, les téléphones portables, on disait les meilleurs téléphones, ce sont les téléphones américains, français, coréens. Les téléphones chinois avec une espèce. Donc, le positionnement de ces produits, au départ du téléphone, c'est les produits chinois.
savoir cela le client. Si tu fais quelque chose, mais ta cible n'est pas informée, tu ne sais pas comment par exemple, ce n'est pas fortuit. Parce que quand on a dit Manchester City, ça veut dire que c'est quand même un produit de qualité. Mais de par l'échelle, quand on a parlé de du positionnement de la dernière fois, je vous ai mis 4 perceptions qui vont de les différentes places. Et maintenant, sur ces 4 perceptions-là, bien que les technologies puissent peut-être d'une bonne image, et on va parler au niveau de Samsung et de iPhone. Mais il n'est plus rien du tout parce que quand tu regardes, tu te dis qu'ils sont sortis de Manchester City. Ça veut dire que ça peut être un grand. Donc, il est important de faire savoir ce que tu proposes bien. Et qui disait qu'effectivement, ce produit-là, il est OK, je peux continuer de l'utiliser. Je peux faire ça aussi auprès d'autres personnes pour élargir le nombre de consommateurs. Donc, qui ont réussi à faire changer la perception avec au sujet de la qualité dans le monde entier. On ne sait plus forcément qui a une forme de pierre. Aujourd'hui, il y a des produits chinois qui sont de référence dans le monde. Voilà un exemple, par exemple, juste qu'on peut changer la perception. Il faut aussi se dire que changer forcément la perception, surtout pour les voitures. Par exemple, les voitures, on se dit, il y a Mercedes, il y a les Jaguar, par exemple. On va les classer de ce côté. Si aujourd'hui, une voiture comme Peugeot fabrique une voiture avec tout le luxe possible, on va reconnaître que c'est une bonne voiture, mais on ne va pas les classer au même niveau. Jaguar, Mercedes. Tu vois, les gens dans son positionnement sont conscients de ce que leur place au niveau de la carte perceptuelle ne va pas être au même niveau que les voitures ou les véhicules très haut de gamme. Ils vont se positionner, par exemple, en moyenne de gamme, les meilleures voitures du moyen de gamme. Voilà quelques exemples là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair ou bien il y a encore des zones d'ombre. Bon, prof, en réalité, il y a un moment, là, la connexion a commencé à perturber et depuis là, je ne vous suivais pas, on ne vous suivait pas. C'est seulement vers la fin, quand vous avez parlé des moyens de gamme et haut de gamme, qu'on a pu vraiment vous suivre. Je disais, n'est-ce pas? Je disais au sujet du positionnement, tu parlais d'influencer le consommateur pour avoir une meilleure place, disons, dans son esprit. C'est bien ça? Allô? Exactement, coach. Exactement, coach. D'accord. Je prenais donc un exemple, les véhicules. J'ai pris 2 exemples tout à l'heure. Là, je vois, il y a certains qui nous rejoignent. Donc, je vais prendre un exemple. Je prenais les véhicules. Quand tu as les véhicules de luxe, tu as le haut de gamme, tu as le moyen de gamme, tu as le bas de gamme. Quand tu prends les véhicules de luxe, les Maybach, par exemple, les Ferrari, certaines Jaguar, certaines Mercedes, c'est vraiment des voitures de luxe. Peugeot a un positionnement dans l'esprit des consommateurs, des clients. Peugeot, c'est une bonne voiture, mais c'est une voiture, on va dire, de tout le monde, donc tout le monde peut l'acquérir. Or, les voitures de luxe, c'est juste une poignée de personnes qui peuvent l'acheter. Si Peugeot se dit, je vais changer ce positionnement-là, Peugeot fabrique une voiture avec tout le luxe possible. Malgré tout ça et les moyens qu'ils vont mettre, ce positionnement-là ne va pas changer dans l'esprit du consommateur parce que dès le départ, on sait que Peugeot fait des voitures pour tout le monde. Tu vois? Ça veut dire que dans le cas de Peugeot,
ils ne pourront pas influencer le consommateur au point où on va les mettre au même niveau que les Ferrari, que les Maybach, par exemple. Ce qu'on fait donc pour influencer le consommateur dans ce cas de figure, par exemple, c'est que, et on le voit avec certains constructeurs comme Toyota, qui a créé Lexus à côté, ou comme Nissan et Honda, qui ont créé Infiniti et Acura, c'est qu'on crée une nouvelle marque qui n'a pas un antécédent populaire ou populeux. Et qu'on prend, on le positionne directement à l'endroit où on veut, avec les moyens qu'on veut. Ça veut dire que Peugeot peut créer une nouvelle marque de véhicule directement positionnée pour concurrencer les Maybach ou les Mercedes ou les Ferrari en mettant les moyens, la communication qu'il faut. À ce moment-là, ils vont influencer le consommateur en se disant, voilà un nouveau véhicule, une marque qui arrive, qui va répondre à ce besoin de luxe que vous recherchez. Voilà un peu comment, dans ce cas de figure, ça se passe. C'est pourquoi je dis, et je disais, tu ne m'as pas suivi, donc quand j'en parlais tout à l'heure, on peut influencer le consommateur en répondant exactement à son besoin, en lui faisant savoir, et puis en proposant le produit ou le service au prix qui correspond à ce produit-là, pas au prix qui correspond au client ou au consommateur. Et je vais encore prendre un exemple dans ce cas de figure. Prenons Peugeot, qui veut concurrencer Ferrari ou Maybach ou Mercedes. La Maybach de voiture de luxe coûte peut-être, je ne sais pas moi, 200 millions. Peugeot fait une belle voiture avec le confort, le luxe nécessaire et vient vendre la voiture à 60 millions. Il est évident que celui qui achète la voiture de luxe n'achètera pas la Peugeot parce qu'à 60 millions, tout le monde l'aura dans la rue. Donc, même si Peugeot met tout le luxe à l'intérieur, celui qui est vraiment riche, qui veut se démarquer, n'achètera pas ce véhicule-là. Il va continuer d'acheter un autre véhicule de 200 millions et il va laisser le véhicule de 60 millions à tous les autres. Donc, il est bien possible d'influencer, mais ça ne marche pas à tous les coups parce que pour certains produits, pour certains types de produits, le consommateur a déjà une idée. Si le produit existait avant, et changer cette idée-là ne sera pas possible parce que l'idée est intimement liée à l'histoire du produit ou du service. Donc, dans certains cas, tu peux le faire, dans d'autres, non. Quand tu ne peux pas, l'astuce, c'est de créer donc un produit. Je vous ai pris l'exemple, pas l'exemple. La dernière fois, je vous disais, il y a un livre, Les 22 lois du marketing. La première loi, c'était la loi du premier occupant. Et la deuxième, c'était la loi de la catégorie. Donc, Peugeot est déjà dans une catégorie. On sait que c'est une voiture que tout le monde peut avoir. Maintenant, s'ils veulent aller dans le luxe, ils sont obligés de créer une nouvelle marque de véhicule, comme Toyota a fait, comme Nissan a fait, comme Honda a fait. C'est cette voiture-là qui va aller concurrencer directement les autres. Donc, voilà comment tu dois pouvoir opérer dans ce cas de figure-là. Ok, merci, coach. D'accord. Donc, on peut encore prendre une question de quelqu'un d'autre peut-être, et à 19 h, on va véritablement démarrer avec les trois dernières parties de notre plan. Donc, j'ai encore une autre préoccupation. En fait, je me demandais quels sont les outils qui existent qui permettent de déterminer la taille du marché. Des outils qui permettent de faire une étude approfondie de la taille du marché. D'accord. La première des choses, ce qui est évident, c'est vrai que dans nos pays, souvent, on n'a pas les statistiques claires sur beaucoup de choses et ça peut être un frein, effectivement. Mais là, je disais la dernière fois, il y a des secteurs sur lesquels tu n'auras pas forcément besoin de faire une étude de marché. Par exemple, tu veux ouvrir une boulangerie, d'accord? Tu n'as pas forcément besoin, puisqu'on mange du pain tous les jours. Donc, c'est sûr que si tu fais du pain, tu peux l'écouler. Maintenant, ton problème à toi sera de te démarquer par rapport aux boulangeries qui existent déjà. Mais tu n'as pas de problème pour savoir si le pain peut être vendu ou pas. Le pain est vendu. Par contre, si tu veux ouvrir
Si tu veux ouvrir une usine pour monter les véhicules au Cameroun ou au Mali ou dans un autre pays africain, là, tu vas d'abord te renseigner, aller regarder, par exemple, le parc automobile dans le pays. Il y a combien de véhicules? Tu vas aller voir au ministère du Commerce, les chiffres sur l'importation des véhicules. On importe combien de véhicules par an, par exemple? Ces véhicules importés, on les vend en moyenne à combien? Tu vois? Tu vas voir ceux qui achètent ces véhicules auprès des concessionnaires, que les chiffres des douanes donnent le nombre de véhicules qu'on importe chaque année. Ça, tu peux l'avoir. Les assurances peuvent te dire combien de vignettes on achète par an. Donc, tu peux avoir la taille du marché. Et avec toutes ces informations, maintenant, tu peux décider de lancer ton unité de montage des véhicules ou pas. Ça, c'est un cas. Donc, les biens de grande consommation. Excuse-moi, coach. Oui. Coach, est-ce qu'on peut demander à Makeba de désactiver son micro? Franchement, ça... Moi, je ne l'ai... Ouais, je vois, elle est là. Attendez, je vais voir. Ouais, ça va. Moi, j'ai fermé son micro. Donc, voilà un peu comment tu peux procéder à ce niveau-là. Pour les biens de consommation courante, tu n'as pas forcément besoin de ce marché-là parce que ce sont des besoins qui existent. Il faut marcher les aliments de base. Donc, si tu fais une marché, tu vas vendre. Maintenant, c'est comment est-ce que tu vas aller marcher des produits? Est-ce que tu vas faire un peu de long? Une variété différente. C'est là que tu vas te démarquer. Si tous les boulangers sont en ville, est-ce que toi, tu vas aller vendre en campagne plutôt? Voilà les questions que tu vas te poser. Mais le pain, il va toujours passer. Celui qui veut faire autre chose de plus complexe, il va devoir se rendre, par exemple, dans les ministères, dans les chambres de commerce, pour voir les entreprises qui existent déjà dans ce domaine. Combien de produits elles vendent par an? Ça te donne une idée sur la taille du marché. Il y a des statistiques que les ministères des commerces donnent chaque année sur les produits principaux. Les produits principaux qui sont consommés dans un pays. Chaque année, les ministères des commerces donnent les statistiques là-dessus. On va te dire qu'au Cameroun, l'importation de blé, par exemple, a augmenté d'une année à l'autre, mais ça ne suffit toujours pas à satisfaire la demande locale. Tu peux donc savoir que, OK, si ça ne suffit pas, il y a une part de marché que tu peux prendre là-dedans. On va te dire qu'en termes de poissons, par exemple, la demande au Cameroun, c'est 300 000 tonnes par an, mais on arrive à satisfaire que 150 000 tonnes. Là, ça te donne une indication. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, ça va marcher parce que l'offre est largement inférieure à la demande. Donc, tout ce qui est additionnel sera toujours bienvenu. Donc, voilà un peu comment tu peux avoir une idée sur la taille du marché. Au-delà de ce que tout le monde sait, faire une petite étude de marché, sonder les gens, savoir s'ils peuvent être intéressés par ton produit. Ça, c'est basique. C'est ce qu'on fait pour ces produits. C'est pas ton produit. Tu essaies de mixer les femmes de la campagne et tu prends compte de l'aspect culturel, l'aspect religieux, pour que ton échantillon soit vraiment représentatif de ta population cible. Voilà la réponse de cette question. OK. La dernière fois, nous avons présenté notre plan de travail. On avait testé le marketing. On a ensemble d'outils et techniques qui permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs commerciaux et faire des revenus, des bénéfices. On a un second point. L'entreprise dans son marché, pourquoi il est important de bien connaître son entreprise, ses produits, à quel moment marché parce que sauter un de ces éléments peut être préjudiciable à la réussite de votre entreprise. En troisième point, on a vu la segmentation du marché, la définition du objectif. Segmenter le marché permet de savoir à qui exactement on va toucher pour vendre. On a segmenté le marché, c'est
avec eux. Le point, c'est la stratégie et le mix marketing. Tout ce que nous avons vu la semaine dernière était un travail qui se faisait en amont et sur le terrain pour concrétiser tout ce qu'on a vu. Tu connais ton entreprise, l'environnement dans lequel il évolue, tu as segmenté le marché, tu as défini, identifié la cible, tu as déjà préparé ta position, le positionnement que tu vas avoir. Mais là, il faut aller sur le terrain pour faire savoir tout ça à tes prospects, à tes clients. Donc, voilà. Sur la stratégie marketing que nous avons abordée. Donc, c'est la stratégie d'entreprise. Elle désigne l'ensemble des choix qui vont être effectués. Ça, c'est la définition simple. L'ensemble des choix qui vont être effectués pour atteindre les objectifs fixés. Donc, ça veut dire que la stratégie marketing consiste donc à faire quoi? À faire correspondre aux besoins des clients. Et si cette correspondance est bien faite, on va atteindre les objectifs. C'est pourquoi je disais toujours qu'il faut bien connaître vos produits et savoir à quel besoin est-ce qu'il répond. C'est capital. Vous avez un bon la stratégie, regardez le long terme. La stratégie tactique, et ça passe. Le graphique qui est à côté présente donc une théorie stratégique. Je vais aller voir. Les matchs peuvent avoir moins de points, ou plus de points que ce que je vous présente ici. Mais je vais faire ceci parce qu'il va toucher au point que nous avons. Nous sommes le 3 quarts. Si tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous parler de ton expliciter la situation? Est-ce que tu peux en parler à tes autres? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole au niveau de la démarche stratégique? Premier point, expliciter vos buts. Et le second, analyser la situation. Le volontaire pour nous présenter ces deux points à la conférence. On puisse avancer ensemble. Chercher. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez atteindre? Ce qu'on a. Il ne s'agit pas seulement de vos objectifs, mais vous pouvez dire, je vais être la première entreprise de distribution des jus de fruits. Par exemple, je vais être le premier, je vais être parmi les 3 premiers. La plateforme d'apprentissage des langues en Afrique. Ça, c'est un but.
5 ans, le plan stratégique va généralement maximum sur 5 ans. Vous explicitez ces buts-là. À la fin de la 5e année, vous allez avoir de nouveaux qui vont être explicités, donc vous passez à l'analyse de la situation. Est-ce que ces buts-là, dans l'environnement où je suis, est-ce que je pourrais les atteindre? Oui ou non? Oui, pour quelle raison? Non, pour quelle raison? L'analyse de l'environnement. On a parlé du marché. Est-ce que j'ai moyen pour compétir avec les acteurs, les concurrents qui étaient là avant moi? Si c'est un nouveau marché, est-ce que je l'ai bien étudié? Est-ce que la marché permettra d'arriver? Est-ce que voilà, on analyse la situation force, c'est l'opportunité, de la force de la concurrence, la pression des distributeurs, la pression des clients, etc. Une fois que vous avez bien analysé cette situation-là, vous pouvez donc dire, OK, maintenant que je sais sur quel pied danser, je peux fixer mes objectifs, la détermination des objectifs. J'ai dit tout à l'heure, je voulais être parmi les 3 premiers distributeurs ou producteurs de jus de fruits, de jus de mangue au Mali. Maintenant, mon objectif sera donc de vendre 3 millions de bouteilles chaque année. Ça, c'est un objectif chiffré. Chaque année, limité dans le temps. Parce que vous savez qu'un objectif doit être smart. Il doit être simple, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Donc, quand vous dites, je veux vendre 3 millions de bouteilles par an de jus de fruits, là, quand vous avez analysé la situation, vous vous êtes rendu compte peut-être qu'au Mali, en ce moment, on vend 6 millions de bouteilles de jus. Et le marché est en train d'évoluer au rythme de 2% par an. Ça veut dire que l'année prochaine, on sera peut-être autour de 6 500 000. En fixant un objectif de 3 millions, vous dites que vous allez satisfaire la demande à peu près à 50%. Est-ce que c'est réaliste? Limité dans le temps, c'est sur 1 an, oui. Il est simple. 3 millions, on n'a pas besoin de se casser la tête pour comprendre ces 3 millions. Il est mesurable. Quand vous allez le prendre, vous allez dire 3 millions par an. Tous les mois, ça fait peut-être, je ne sais pas, 220 000 ou 225 000 bouteilles à vendre tous les mois. Voilà comment on fixe les objectifs. Et pour fixer les objectifs, vous devez tenir compte de plusieurs autres choses qui vont revenir donc dans la mise en œuvre de la stratégie. Les ressources dont vous disposez. 3 millions, peut-être, il vous faudra 100 commerciaux. Est-ce que vous pouvez les avoir? Il faudra de l'argent pour communiquer et faire savoir à vos prospects, à vos clients que vos produits sont tout le temps disponibles. Donc, voilà la détermination des objectifs, comment elle se passe. Ensuite, définissez vos actions. Une fois que les objectifs ont donc été déterminés, comment est-ce que je vais faire pour les atteindre? Définir les actions, c'est de dire, OK, je vais vendre dans les supermarchés. Je vais. Ce sont les grandes lignes de ce que vous aurez à faire pour atteindre ces objectifs-là. Le cœur va se situer à l'avant-dernier point, la mise en œuvre de votre stratégie. Les actions sont bien, mais si elles sont mal implémentées, vous n'allez pas atteindre vos résultats. Par exemple, dans vos actions, dans les supermarchés. Mais si vous choisissez un supermarché qui est éloigné de votre cible ou de vos prospects, vous n'allez rien vendre. Pourtant, l'action a été bien identifiée, vendre dans les supermarchés. Vous voyez? Donc, une fois que l'action est là, il faut donc vous assurer que dans votre stratégie globale, tous les éléments se mettent ensemble pour mener à l'atteinte de vos objectifs. On reprend toujours l'exemple des jus de fruits. Les concurrents vendent essentiellement en boutique, dans les supermarchés et autres. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous aussi, vous allez vendre là-bas. Mais vous pouvez vous dire, pour aller plus loin, pour me différencier, je vais avoir des vendeurs ambulants, par exemple, de mes jus de fruits. Ils vont sillonner la ville, les endroits où il y a beaucoup de population. Ils vont y aller, ils vont vendre des glaciers.
Ça, c'est la stratégie que vous déployez déjà. Vous pouvez vous dire, si je vais avoir un site de vente en ligne, les gens qui sont au bureau, qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent aller sur mon site, on vient livrer. Vous pouvez dire quelqu'un qui fait des repas. Je m'associe à celui-là. Pour chaque repas qu'on achète, s'il vendait ses repas à 1000 francs, je lui dis, vends à 1200 et tu vends avec un jus. Donc, la stratégie, c'est ça. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs? On l'a dit, la stratégie, c'est l'ensemble des choix effectués pour atteindre les objectifs fixés. Le dernier point, c'est le contrôle des résultats. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donc sur le terrain. Vos équipes vont aller sur le terrain, rencontrer les responsables de supermarchés, mettre vos produits. Est-ce que s'ils sont normalement écoulés, est-ce que les clients sont satisfaits, ils en rachètent? Si votre objectif, c'est de vendre 200 000 bouteilles par mois, le premier mois, vous vendez 200 000. Le deuxième, vous vendez 150 000. Le troisième, vous vendez 100 000. Vous n'allez pas attendre la fin de l'année pour voir si vous avez atteint les 3 millions de bouteilles. Ça fait 2 mois d'affilée que vos ventes, par exemple, sont en baisse. Il faut vous arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Corriger rapidement pour que le mois d'avril, les ventes remontent pour combler le gap des mois précédents. C'est pourquoi on dit contrôler les résultats. Contrôler, ce n'est pas à la fin de l'année. Régulièrement, vous devez être sûr. Si je dois vendre 200 000 bouteilles par mois, la première semaine, je ne vends que 10 000 bouteilles. Je ne suis pas sûr d'atteindre les 200 000 bouteilles à la fin du mois. Il faut donc que rapidement, je vois ce qui ne marche pas. Est-ce que c'est parce que je suis en rupture de stock dont les clients ne trouvent pas mes produits? Est-ce qu'ils sont chers? Est-ce qu'ils sont trop sucrés? S'il y a un mécontentement, il faut contrôler. Quand vous contrôlez, vous voyez que ça ne va pas, vous devez vous poser les bonnes questions, corriger et repartir sur le marché. Si vous contrôlez et que tout va bien, vous devez donc mettre les balises pour que ça continue dans ce sens-là. Donc, voilà un peu une démarche stratégique assez succincte qui peut vous permettre donc d'aller au niveau du mix marketing maintenant, qui est la déclinaison de votre stratégie en, on va dire quoi, en action de court terme. Avant qu'on ne passe au mix, est-ce qu'il y a des questions ou bien c'est OK, on peut continuer? Bon, coach, ça veut dire que la définition des actions est directement liée à la mise en œuvre de la stratégie proprement dit. Tout ce qu'on a cité là, tous sont liés. Vous avez vu, c'est une boucle. Tout ce qui est là est lié. Mais les actions, ton action, par exemple, on prend un étudiant, ou bien un chef d'entreprise. Son objectif, son but, c'est que l'entreprise... Toi, tu es dans quel secteur, M. Kemini? Je suis dans l'agroalimentaire. Quoi exactement? On va prendre l'exemple et puis on va avancer avec ça. Dans la fabrication des farines infantiles pour bébés. OK. Fabrication des farines infantiles. Donc, si tu dois expliciter ton but, tu dois dire, par exemple, que tu veux être parmi les 3 plus importants producteurs ou bien celui qui produit les meilleurs produits. On va dire comme ça, c'est tautologie, on va se répéter. Meilleur producteur infantile au Cameroun, par exemple. Ça, c'est ton but, c'est ce que tu recherches. Tu veux être parmi les 3 ou les 5 premiers meilleurs. Quand tu analyses la situation, tu vois que c'est un marché qui n'est pas vierge. Tu as des marques internationales qui sont là, Blédina, Nestlé, qui proposent certaines choses. Tu as des marques locales qui se développent de plus en plus. Et puis, tu as à côté des mamans qui n'achètent rien de tout ça, mais qui font elles-mêmes leur farine à la maison et tout. Donc, voilà la situation. Il y a un marché qui existe. Mais là-dedans, tu te dis, peut-être on n'utilise pas suffisamment de produits comme toi, tu veux faire. Tu vois, ça te donne donc des axes que plus tard, tu pourras utiliser pour te démarquer.
Une fois que tu as fini avec l'analyse de la situation, tu te fixes donc des objectifs. Chaque année au Cameroun, on te dit qu'il y a peut-être 200 000 nouvelles naissances chaque année. Et tes produits sont destinés aux enfants, par exemple, de 0 à 3 ans. Je donne un exemple comme ça. Sur les 200 000 nouvelles naissances, tu te dis, si tu arrives à vendre avec les chiffres que tu as vus un peu sur ce que les concurrents font, et là, par exemple, pour ton cas, certains délégués médicaux qui vendent, par exemple, les farines infantiles Tanti peuvent te dire que nous, on en vend, je ne sais pas moi, 200 ou 300 tous les mois. Ça te donne une idée déjà ce que Tanti fait. Les chiffres de Nestlé, il te suffit d'aller de temps en temps. Tu entres dans les supermarchés. C'est comme ça qu'on fait. Tu entres dans un supermarché, tu cherches le rayon qui t'intéresse. Tu sillonnes ce rayon-là même pendant 20 minutes. Tu vois combien de personnes viennent prendre des produits infantiles de, comment on appelle, de Nestlé ou de Blédina ou de Cerelac. Tu observes. Si en une heure de temps, tu vois que 10 personnes sont venues et ont pris Blédina, tel goût, c'est comme ça que tu vas collecter les informations. Et c'est ce qui te permet de dire, donc, toi, tous les mois, tu veux vendre 200 unités de ton produit. Je ne sais pas encore dans quel conditionnement tu vas le faire, mais voilà l'objectif que tu te fixes. 200. Les actions, donc, définition des actions, ce que tu vas te dire, c'est quoi? Premièrement, je me rends compte que la vente en supermarché est capitale. Donc, je vais y aller. Parce que les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est quand ils rentrent le soir, ils achètent pour leurs enfants, ils vont à la maison. Donc, il faut être dans les supermarchés. Mais ce ne sont pas les seules personnes qui accouchent. Il y a des femmes qui travaillent au marché. Donc, il te faut peut-être quelqu'un qui va aller dans les marchés, proposer ce que tu as comme produit. Autre chose, les mamans vont toujours faire les visites médicales. Donc, il faudrait que tu sillonnes les hôpitaux. Tu rencontres, par exemple, les sages-femmes ou je ne sais pas, celles qui sont en relation avec les nouvelles mamans pour leur dire, voici un bon produit, conseillez-le aux dames qui ont accouché. Voilà les actions que tu as définies. Voilà ce que je dois faire prioritairement. Une fois que tu as donc défini ces actions-là, la stratégie, c'est plus global. Parce que dans ta stratégie, tu vas dire, OK, je dois aller dans le supermarché. Mais aller dans le supermarché, ça ne suffit pas. Parce que tu mets ton produit dans le rayon, personne ne connaît tes produits, donc personne ne va prendre. Ta stratégie, c'est de dire, je vais dans le supermarché, mais une fois par trimestre, dans 2 supermarchés, je vais faire une dégustation de mes produits. Donc, je vais prendre 5-10 boîtes et gratuitement, je vais faire goûter à certaines mamans qui sont là avec leurs enfants pour qu'on sache que c'est vraiment bon. Ou bien quand je vais rencontrer les sages-femmes ou les délégués médicaux, je leur donne un carton qu'elles peuvent faire essayer aux mamans qui sont là-bas et elles me font le feedback après. Voilà donc comment tu vas déployer ta stratégie. Tu peux dire, je vais aller dans les écoles maternelles puisque tu cibles les enfants de 0 à 3 ans. Quand il y a les fêtes dans les écoles maternelles, tu peux y aller, tu proposes ton produit. Voilà, là, tu es déjà dans la mise en œuvre de ta stratégie. Et chacune des actions qu'on est en train de présenter là aura un budget. Parce que forcément, quand tu vas aller faire déguster un carton, tu ne vends pas ce carton-là. Donc, dans ton budget, tu vas bien intégrer dans tes actions de communication ou de marketing que tu as utilisé un carton, ça coûte tant. Et quand tu vas vendre, donc, les bénéfices vont venir couvrir cette dépense-là que tu supportes. Donc, voilà comment la stratégie se met en œuvre. Et maintenant, le contrôle des résultats, c'est de te dire, OK, j'ai mené telle action dans ce supermarché. J'ai mis des hôtesses là-bas qui incitaient les gens à acheter. J'ai fait des campagnes de dégustation. Est-ce que mes ventes évoluent? Si les ventes n'évoluent pas, c'est quoi? Peut-être tu n'as vraiment pas de clients dans cette zone-là. Si c'est le cas, tu vas déposer tes produits parce que tu ne vas pas les enlever totalement et tu concentres tes efforts ailleurs. Voilà le contrôle des résultats. Tu peux avoir tout vendu, mais à la fin, tu ne gagnes pas de l'argent. Tu te poses la question, est-ce que c'est tout ce que tu as donné comme gratuit qui te fait perdre de l'argent? Si c'est le cas, ce n'est pas trop grave parce que tu sais qu'une nouvelle entreprise, entre 0 et 3 ans, tu peux être en déficit. Donc, ce n'est pas aussi grave que ça. Par contre, si les pertes sont liées au fait que
tu vends moins cher que ton coût de revient sans même avoir commencé les campagnes de communication et autres, là, il y a un problème. Il faut que tu t'ajustes correctement et tu recommences la boucle. Mais quand tu recommences la boucle, tu ne recommences plus au niveau des buts. Tu vas commencer à analyser la situation. Parce que peut-être tu avais mal analysé la situation et c'est quand tu contrôles que tu te rends donc compte que tes concurrents, c'est vrai qu'ils vendent à 100 francs, toi tu t'es mis à 90 francs, mais en cours d'année, ils ont cassé les prix et ils ont cassé le format de leurs produits. Le 100 grammes qu'on vendait à 1000 francs, ils ont retiré du marché. Maintenant, ils vendent 80 grammes à 80 francs. Or, toi qui vends 100 grammes à 90 francs, on trouve que tu es plus cher que les autres. Voilà pourquoi tu commences à avoir des ventes qui baissent. Donc, tu recommences par l'analyse de la situation et tu corriges tes objectifs. Corriger tes objectifs ne veut pas dire si en début d'année, tu avais dit je vais vendre 100, ça va changer. Non. Ça change uniquement parce que quand tu vois ce que tes concurrents font, tu peux décider, si tu gardes les 90, de mettre 90 grammes, descendre peut-être à 80 francs et de vendre plus. Parce que les objectifs financiers doivent toujours être atteints. Parce que c'est ça qui assure la rentabilité et la survie de l'entreprise. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. D'accord, merci, coach. Un peu plus clair. D'accord. Donc, le mix marketing, donc, ici, on dit il correspond à l'ensemble des décisions et des actions marketing prises au niveau du produit ou du service vendu par l'entreprise. Donc, quand on a regardé tout à l'heure au niveau de la démarche stratégique, on a dit analyse de la situation, détermination des objectifs, définition des actions. Et qui sont toujours, on va dire comme ça. Mais ici, je vous ai pris 7 P pour que vous puissiez voir. Dans certains ouvrages, on va vous parler de 8 P, de 9 P, de 10 P. Mais la base, ce sont au moins les 4 P qui commencent par le produit. Vous voyez qu'on parle toujours du produit. P, produit. Le design, l'utilité, solve pain, le besoin qu'il vient résoudre. La valeur, ce n'est pas seulement financier. Il y a des produits qui ont une valeur sentimentale, une valeur affective, la qualité, la marque, la garantie. Donc, ces éléments-là ne sont pas exhaustifs, tout ce qu'on a cité ici. Donc, le premier P du mix marketing, c'est le produit. Si votre produit n'est pas bon, vous ne pouvez pas le vendre. Vous pouvez avoir un produit qui n'est pas forcément du niveau de vos concurrents, mais il résout un besoin. Ça veut dire que vous pouvez avoir une clientèle. Les Itel ne sont pas forcément les meilleurs téléphones du monde, mais il y a des gens qui utilisent Itel. Donc, vous voyez, donc, en termes de produits, il y a 2-3 points là-dedans qui vont revenir et qui font que Itel soit important pour une frange de la population. Peut-être ce sont des gens qui ne cherchent pas des téléphones avec des designs exceptionnels. On a le point design, par exemple. Donc, il veut juste un téléphone pour appeler et lire ses SMS. Terminé. Pourquoi il va lever 100 000 francs pour acheter un téléphone alors qu'Itel coûte 15 000? Il achète le téléphone de 15 000. Le deuxième P dans le mix marketing, c'est la place. Le lieu où est-ce qu'on vend? Quel type de vente on effectue? Ici, on parle de détails, vente de gros, localement, à l'export, sur Internet, vente par correspondance. Où est-ce que je vends? Dans ton exemple tout à l'heure, on a parlé des centres commerciaux, des boutiquiers, dans les marchés, la vente par téléphone. Donc, les gens qui commandent par téléphone, on vient livrer. La distribution est importante parce que si vous choisissez un mauvais circuit de distribution, votre produit ne sera jamais connu. Votre produit ne sera jamais consommé. Donc, si vous vous ratez sur ce deuxième P-là, même si vous avez le meilleur produit du monde, vous allez échouer. Reprenons par exemple ton cas.
Tu sais qu'il y a une zone, je ne sais pas moi, à Douala par exemple, où dans un périmètre de 1 km, on a 3 hôpitaux. Et tes commerciaux ne vont jamais dans cette zone-là. Tu as de fortes chances de ne pas vendre comme tu aurais pu vendre s'ils y allaient. Parce que 3 hôpitaux, c'est autant de mamans qui viennent d'accoucher, qui viennent rencontrer les pédiatres et tout, et tout, et tout. Et ce sont ces mamans-là qui sont tes cibles. La cible, c'est l'enfant, mais c'est la maman qui choisit la farine ou la bouillie infantile qu'elle va donner à son enfant. Donc, tu dois bien déterminer où est-ce que tu vas aller rencontrer ces clients-là. Dans les marchés, tu vois des mamans qui vont vendre avec leurs enfants sur le dos. Si tu ne sillonnes pas les marchés pour aller trouver ces dames là-bas, elles arrivent au marché à 5 heures, elles rentrent à 18 heures. Si tu ne les trouves pas sur leur lieu de vente, tu ne pourras rien concrétiser. Donc, il est important de bien savoir où est-ce que je vends. Comment le conditionnement. Il y a des mamans qui aiment avoir ça peut-être dans un carton pour la facilité d'utilisation. Là, tu vois que tu touches déjà au P et au place. Le P parce que c'est le conditionnement, c'est le produit. Place parce que ce conditionnement-là est utile pour elle au marché. Quand elle sert un de ses clients, elle peut mettre la cuillère, elle nourrit l'enfant rapidement. Donc, voilà un alignement sur les P. Le troisième, c'est le prix. À combien je vais vendre? À combien je vends? Je vends à 10 francs, les concurrents sont à 15 francs. J'attaque le marché par le bas. Je vends à 15 francs, les concurrents sont à 10 francs. J'attaque par le haut. Mais en fixant, il faut être sûr que tu auras la clientèle nécessaire et que ton produit vaut vraiment cet argent-là. On a mis value au niveau de P. On le retrouve donc au niveau du prix. Si je vends à 15 francs, celui qui achète mon produit à 15 francs, est-ce qu'il sera satisfait? Est-ce qu'il ne va pas se dire c'est un produit qui valait 5 francs? S'il l'achète à 15 francs la première fois et il n'est pas satisfait parce qu'il se dit ce produit-là valait 5 francs, la prochaine fois, il ne l'achètera plus. Et chacun de nous a déjà eu une expérience pareille. Tu vas au marché, on te montre quelque chose, c'est joli, tu achètes 10 000 francs. Quand tu arrives à la maison, tu es déçu parce que tu te dis, normalement, même à 5 000 francs, tu ne l'aurais pas acheté. La prochaine fois, tu ne l'achètes pas si on te le propose toujours à 10 000 francs. Donc, ça, c'est le troisième P. Vous allez définir comment est-ce que vous allez attaquer le marché, quelle stratégie de prix vous allez mettre en place. Je vous ai dit par le bas, par le haut. Ou bien vous allez vous aligner au prix des concurrents qui sont déjà là. Ou avoir une légère différence, peut-être, ils vendent à 10 francs, vous vendez à 9 francs. Vous allez définir la stratégie de prix ici. Le quatrième P, c'est la promotion. Promotion s'entend par publicité, communication. Comment est-ce que je vais toucher mes clients, mes prospects, ma cible? C'est ça ce P. Je vais dans les marchés. Celui qui est dans le marché peut avoir on appelle quoi? Un gigaphone où il va parler. Aujourd'hui, ce sont les farines infantiles de tel. Voilà ce qui permet de faire vous informer les gens. Vous pouvez avoir des messages qu'on envoie par SMS. Vous recevez souvent ces messages-là de certaines entreprises. Ça fait partie de la promotion. Vous avez les affiches en route. Vous avez la télévision. Vous pouvez dire, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, vous associez à quelqu'un qui fait des repas, par exemple pour les jus de fruits. Tu dis, pour chaque repas que tu fais, donne une de mes bouteilles en cadeau. La personne n'a pas acheté le jus. On lui donne cadeau, c'est toi qui payes pour ça. Mais quand il va goûter, si c'est bon, la prochaine fois, il revient lui-même. Ça contribue à faire connaître ton produit. Tu peux aller dans les écoles, tu fais des cadeaux aux enfants. Il rentre à la maison, le parent voit. La prochaine fois, le parent va acheter pour essayer encore. On a pris l'exemple dans la stratégie tout à l'heure de dire je vends en supermarché, mais comme on ne connaît pas mon produit, je vais faire des périodes de dégustation, user testing. Voilà par exemple ce que vous pouvez faire. Donc voilà les 4 principaux P au niveau du mix marketing. Et vous voyez que tous les P encerclent quoi? Target market, ma cible, mes clients. Les 3 P supplémentaires qui sont là, people. People, on a mis founders, employees. Ça veut dire que ceux qui travaillent pour l'entreprise, la culture d'entreprise, votre service clientèle.
il est important que tous vos employés déjà soient alignés sur la vision de l'entreprise et travaillent tous pour l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Atteindre l'objectif, ce n'est pas seulement le travail du commercial. Dans l'entreprise de Ulrich, je pense, farine infantile, si celui qui est au laboratoire développe de mauvaises saveurs, je vais prendre un exemple, et je n'ai rien contre le macabo, mais il prend par exemple une farine au macabo que les enfants n'aiment pas. Et on investit énormément là-dedans. Le commercial aura beau faire, il ne va pas vendre. Il faut donc que celui qui soit au laboratoire travaille avec celui qui est sur le terrain pour sortir un produit qui va être accepté par les clients ou par le marché. Donc, il y a cette synergie, ce travail d'équipe-là. La culture d'entreprise, on recherche l'excellence. Tant qu'on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Voilà autant de choses. Le service clientèle, quand il y a des réclamations, il faut les traiter rapidement. Un client qui se plaint que j'ai acheté un carton de farine, à l'intérieur, 3 paquets étaient déjà ouverts. Il faut régler ça très rapidement. Sinon, premièrement, vous perdez ce client-là. Et deuxièmement, il va aller dire à tous ceux qu'il connaît que vous n'êtes pas sérieux, vos produits sont avariés quand il achète et tout. Et on dit, un client qui est content peut vous en rapporter 3 ou 4, mais un client qui est mécontent peut en faire partie 10. C'est pourquoi on a mis ici le service clientèle. Le 6e P est process. Au niveau des process, vous avez donc ce dont je parlais, les délais de traitement des réclamations, réponses, les livraisons. Si tu dis par exemple que tu approvisionnes tes commerçants ou ceux qui vendent tes produits tous les lundis, il faut que tous les lundis tu approvisionnes. Parce que si lundi tu ne viens pas, mardi tu ne viens pas, les clients ils viennent demander ton produit, on dit il n'y a pas, rupture de stock. Le 3e jour, ils ne reviendront plus dans cette boutique-là. Ils iront ailleurs acheter autre chose. Et tu auras perdu. Reconquérir ces clients-là devient plus difficile. Le process, c'est aussi dans la production, dans la fabrication du produit. Tu dis le temps entre l'achat de la matière première, par exemple les féculents, le manioc ou l'igname ou le macabo, entre l'achat et la sortie du produit fini. Ça veut dire la transformation, le conditionnement et tout le reste. C'est 1 semaine. Il faut que tes équipes respectent ce délai de 1 semaine. Parce que si au lieu de le faire en 1 semaine, ils le font en 2 semaines, tu vas dire que le process est plus long. Tu ne pourras plus donc livrer les supermarchés, les boutiques le lundi. Il faut attendre 2 lundis plus loin. C'est pourquoi le P de process a sa place. Et le dernier point, physical evidence. Là, c'est la preuve. C'est pourquoi j'ai choisi cette représentation du mix marketing, les 7 P. Physical evidence ici touche à beaucoup de choses. Premièrement, votre histoire. Est-ce que l'entreprise a une histoire qui parle pour elle? Quand aujourd'hui on parle de iPhone, iPhone n'a pas besoin de faire la publicité. On sait que son produit est de qualité. Mercedes, quand on dit Mercedes, on dit que c'est un véhicule de qualité. C'est ça la preuve. Quand je te dis Mercedes, tout le monde sait que c'est une voiture de qualité. Les recommandations, j'ai pris tout à l'heure l'exemple des mamans qui sont satisfaites ou pas. Une maman qui est satisfaite va aller vendre votre produit à votre place. Elle va témoigner, elle va faire votre témoignage que ce produit, il est intéressant, il est bon, il est ceci, il est cela. Le dernier point là-bas, ils ont mis le buzz. Je ne sais pas, vous avez vu, il y a des publicités qui sont sorties le week-end, je pense, ou en début de semaine. Une certaine huile de cuisine qui était mise en scène dans une chambre à coucher. Immédiatement, les consommateurs se demandent quel est le lien entre ce produit-là et la chambre. Surtout que le texte qui accompagnait l'image n'était pas très clair. Ça crée un buzz. Maintenant, on peut avoir un bon buzz ou un mauvais buzz. Le mauvais buzz va desservir l'entreprise
et ne pas permettre qu'on vende les produits. Mais derrière, on peut se dire, on a quand même parlé de l'entreprise. Et c'est ça le but du buzz, faire parler, mais faire parler pour que derrière, les ventes suivent. Le point office premise, ce sont les locaux. Une nouvelle entreprise, une PME qui démarre n'aura pas forcément des locaux de ceux d'une banque, par exemple. Mais il faudrait au moins que l'endroit dans lequel vous travaillez, si on prend toujours les farines infantiles, il faut que ce soit au moins propre. Pour que si quelqu'un vienne vous visiter, qu'il puisse sortir et dire, on respecte quand même un certain nombre de règles d'hygiène là-bas. Pas qu'on vienne voir l'endroit où on produit les farines que les enfants vont manger, il y a la poussière, il y a les toiles d'araignée, c'est pas sérieux. Dès qu'on sort de là, on va décourager tous ceux qui veulent acheter votre produit. Donc voilà les 7 P qui ont été présentés. Chacun d'entre eux a son importance et ils sont tous liés. Je vous ai pris le process. Si vos équipes ne travaillent pas tant, la partie distribution, donc Place ne va pas être à jour. Si Place n'est pas à jour, on ne vend pas. Si on ne vend pas, l'objectif n'est pas atteint. On a pris le prix. Si vos équipes, au niveau de la finance ou de la comptabilité et tout, n'arrivent pas à bien sortir votre coût de revient, on vous dit non, le produit nous revient seulement à 10 francs, alors que c'est 15 francs. Vous dites, OK, comme ça revient à 10 francs, on vend à 12. Vous vous rendez compte que vous perdez 3 francs par produit. Les deux sont liés. Si la promotion est mal faite, vous n'avez pas des clients qui viennent. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas. Voilà donc comment tous ces éléments-là s'entrechoquent pour amener donc à l'atteinte des objectifs. Donc voilà le point sur la stratégie et le mix marketing. S'il n'y a pas de questions, on va donc passer donc à l'implémentation qui est le plan marketing. Il y a des questions avant qu'on avance ou pas? OK. Donc, notre avant-dernière slide, c'est le plan marketing. Une fois donc que vous avez travaillé avec les 4 P ou avec les 7 P ou avec les 10 P en fonction de ce que vous aurez choisi, il faut donc passer à la partie terrain. Donc, retranscrire toutes ces actions-là de manière opérationnelle. C'est ce que le plan marketing vous permet de faire. Prendre toutes ces actions et les rendre opérationnelles. Le plan marketing, c'est un document qui est rédigé et qui permet donc d'avoir toutes les informations que nous avons parcourues plus haut. On a parlé de business, ici on parle de business summary. Donc, c'est un résumé de ce que vous faites de l'entreprise. Ensuite, on parle de l'audit SWOT. On a parlé la semaine dernière des outils d'analyse, force, faiblesse, opportunité, menace, analyse interne, externe, orientation à moyen terme. Là, c'est le but, ce que vous recherchez. La stratégie marketing. Ici, on parle de segmentation, de positionnement, d'objectifs marketing, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on arrive donc au plan marketing opérationnel. Là, vous avez donc les objectifs spécifiques. On a l'objectif qui est de vendre 1000 unités de farine infantile. 1000. Maintenant, dans ta répartition des 1000, tu vas dire, je vais vendre 300 dans les supermarchés, je vais vendre 500 dans les marchés, je vais vendre 200 en ligne, par téléphone et tout. Voilà, tu as déjà réparti. Mais à côté de ça, tu vas te dire, dans les 1000 que je vends, il y aura plusieurs saveurs. Il y aura macabo, il y aura manioc, il y aura patate, il y aura, je ne sais pas moi, igname. Voilà autant de choses. Donc, sur les 1000, je vais vendre 250 ignames, 300 de ceci, 400 de cela. Tous les calculs que tu vas faire vont toujours t'amener à 1000 que tu vas vendre. Et quand vous voyez donc la déclinaison des 4 P, ici, ce sont limités à 4 P. Tout à l'heure, on en a vu 7, mais ce sont les 4 principaux ici. Mix, produit, prix, place, promotion, budget marketing, planning
outils de pilotage, business plan marketing. Ici, c'est un peu l'outil qui va vous permettre de suivre chaque P. Pour réussir au niveau du produit, c'est l'argent. Il n'y a pas de choses. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour développer un bon produit, une fois que vous avez les attentes du marché des clients, il faut l'argent pour acheter peut-être les bonnes variétés d'igname, les écraser, trouver un joli conditionnement et autres. Ça va entrer là-dedans. Au niveau du prix, une fois que vous avez fixé, vous allez vous dire, on va faire une revue des coûts tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour savoir si à un moment il faut baisser, augmenter, maintenir le même coût, chercher à avoir une marge plus importante ou plus petite, toujours dans l'optique de booster les ventes. Le mix communication, c'est de savoir si les outils que j'ai choisis pour communiquer, est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils me rapportent les résultats escomptés? Tu peux dire que tu vas envoyer quelqu'un au marché avec le gigaphone. Malheureusement, ta cible ne se trouve pas là-bas. Ta cible est toujours sur Internet. Tu vas changer de stratégie à ce niveau-là, dire, OK, on va commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Et la dernière étape là-dessus, c'est le business plan marketing. Un peu comme ce qu'on a vu, qui va définir donc les quantités qu'on va vendre, à combien, à qui, etc. Donc voilà globalement. Donc vous pourrez trouver des exemples concrets de plans marketing sur Internet. Essayez donc de les adapter à vos entreprises ou aux projets que vous avez pour ceux qui ont déjà démarré. Ça vous permettra de vous mettre véritablement dans le bain. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le plan marketing, c'est vraiment l'opérationnalisation de votre stratégie marketing. Je vous ai dit que la stratégie, c'est sur le long terme. Le plan, c'est le côté tactique, donc au jour le jour. Et quand la tactique est bien faite, on atteint les objectifs. C'est comme à la guerre. On dit, aujourd'hui, il y a le problème entre la Russie et l'Ukraine. La stratégie de la Russie, par exemple, c'est d'envahir l'Ukraine et d'annexer ce pays. Ça, c'est une stratégie. La stratégie ne donne rien si sur le terrain, la tactique employée par les généraux avec leurs militaires n'est pas bonne. Au niveau tactique, ils vont donc se dire, OK, la plus grande base militaire de l'Ukraine, c'est peut-être à Kiev. Donc, tactiquement, il serait important que quand on commence, on prenne d'abord Kiev. Ça, c'est la tactique. La tactique rentre toujours dans l'atteinte ou dans la réalisation de la stratégie qui a été définie plus haut, dans l'atteinte de la vision qui était plus haut, être parmi les 3 meilleures entreprises de mon secteur d'activité ou de ma ville. Donc voilà donc la stratégie et la tactique que je vous ai pris avec l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Donc, dernier point donc, la mesure des résultats. Je vous l'ai dit tantôt, si vous faites tout ça et vous ne mesurez pas, vous n'analysez rien après, rassurez-vous, vous pouvez tenir 6 mois, 1 an, mais après vous allez toujours fermer. Parce que simplement dans les pays, on vous dit qu'il y a l'inflation. L'inflation, c'est le coût de la vie qui se renchérit. Si vous ne mesurez pas, le kilogramme d'igname ou le tas d'igname que vous achetiez cette année à 100 francs, l'année prochaine, il passe à 120 francs. Ça veut dire que vos charges augmentent, votre coût de production augmente, votre coût de revient augmente. Le produit que vous vendiez à 100 francs l'an dernier, aujourd'hui, vous devez le vendre à 120 francs. Mais vous continuez de le vendre à 100 francs. Résultat, vous perdez 20 francs. Si vous ne mesurez pas, vous allez droit dans le mur et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, on vend à perte. Il faut commencer à licencier les employés, réduire tout ce qu'on avait et à moyen terme, on met la clé sous le paillasson. Donc, après l'implémentation sur le terrain de votre plan marketing, vous devez sans cesse vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Vos performances sont à la hauteur de vos attentes.
vous exécutez pratiquement tout ce que vous aviez prévu. Et n'oubliez pas, un plan n'est pas une photo, il n'est pas figé, il est dynamique. Donc, quand vous mesurez, s'il y a quelque chose à corriger, vous le corrigez immédiatement. Vous ne dites pas, comme c'est un objectif annuel, j'attends décembre avant de corriger. Si ça va mal, vous n'atteindrez pas décembre. En juillet, vous allez fermer. Donc, n'hésitez pas chaque fois que c'est nécessaire à corriger ou modifier ce qui doit l'être pour continuer d'avancer. Donc, voilà globalement ce qui avait été prévu pour cette deuxième partie. Et elle est vraiment assez riche. Il y a beaucoup de points à toucher là-dessus pour vous, entre la définition de la stratégie, donc la démarche stratégique à respecter, entre le mix marketing qui doit être bien fait, les 4 P, les 5 P, les 6 P, les 7 P, vous rassurez que tous sont alignés pour vous permettre d'aller où vous voulez. Après, le plan marketing qui est bien rédigé, qui est votre boussole, donc pour vous dire voilà ce que je dois faire, vous rassurez que vous le faites vraiment et que vous atteignez votre objectif. Et après, la mesure des résultats et l'interprétation des écarts. Donc voilà, c'était la deuxième et dernière partie de notre session sur le marketing pour les PME. J'espère que ça a été assez intéressant, assez instructif, surtout pour vous, et que ça va vous aider dans la mise en œuvre de tout ce que vous avez prévu faire. Si vous avez des questions, allons-y, les 47, on a encore à peu près un quart d'heure pour répondre aux questions avant de nous séparer. Et puis, vous allez donner vos avis aussi, vos points de vue. Ces 2 semaines, est-ce qu'elles étaient intéressantes? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que surtout, vous arriverez à utiliser cela dans vos projets, dans vos entreprises? Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions, des commentaires, votre évaluation globale de ce que nous avons fait ces 2 dernières semaines. Allez, je vous écoute. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Pour ma part, vraiment, ces 2 semaines ont été très, très instructives. Ça m'a vraiment permis de mieux faire l'étude de mon marché et de comprendre réellement le besoin qu'il y a aux autres sur le terrain. Mais il y a encore tellement d'outils que j'essaie encore de comprendre pour pouvoir mieux me situer par rapport au marché qui se trouve déjà en place. Comme par exemple, comme je vous ai fait part tout à l'heure sur l'étude du marché et aussi sur le positionnement, la proposition de valeur par rapport à ce qui existe déjà, également sur le plan marketing. Oui. Oui, pour ma part, je pense que je vois encore d'autres questions auxquelles j'aimerais vraiment vous faire part dans les jours à venir. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, les autres qui sont connectés, Herman, Percy, Gaël, Jessica, Makambala, est-ce que nous sommes ensemble? Bonsoir, maître. Bonsoir, Makambala. Désolée pour moi, en tout cas, je me suis connectée depuis, mais je n'ai pas du tout suivi parce que j'étais en train de courir de gauche à droite avec l'enfant à l'hôpital, ainsi de suite. C'est maintenant que je viens de me poser. Désolée. D'accord. Tu pourras suivre le replay. Je pense que Jean-Moïse mettra à votre disposition le lien pour pouvoir écouter plus tard. D'accord. Si j'ai des questions, peut-être que je viendrai en individuel pour vous les poser. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Gaël, Jessica, tu voulais intervenir ou Percy? Celui qui est prêt. Bonsoir, coach. Bonsoir, Percy. Alors, pour ma part, je suis assez satisfaite du contenu du cours.
déjà, j'ai commencé à travailler. Ça m'aide beaucoup, énormément. Sauf que j'ai un petit problème concernant le prix. Oui. Dans la stratégie du prix, je pense qu'il y a deux manières de mettre en place son prix. Soit on s'aligne à la concurrence en diminuant, ou alors on tient compte du prix, disons, de la transformation. Oui. C'est-à-dire, on va tenir en compte le prix de l'achat des matières premières, on va tenir en compte le déplacement. Voilà, tout ça. Donc, je me demandais quelle serait la stratégie adéquate dans ma structure, dans mon entreprise, vu que je suis dans la transformation également. Donc, il y a beaucoup de matières premières qui vont y passer, notamment des matières locales. Donc, je me dis que si je m'aligne à la concurrence importe plus. Je risque de perdre. Donc, j'aurais besoin de vos conseils. La première des choses sur ce point, c'est que tu dois déjà savoir que tu ne dois pas vendre à perte. C'est la première des choses. On ne vend pas à perte. Donc, avant de vendre, tu dois toujours avoir ton coût de revient. Et sur ce coût de revient, donc, tu ajoutes ta marge. C'est 10%, c'est 15%, c'est 20%. Tu mets ta marge et tu trouves donc ton prix de vente. Le problème quand tu veux te fixer directement par rapport à la concurrence, c'est celui-là. Tu as bien posé ce problème-là. C'est qu'eux, ils ont peut-être une taille plus importante que toi. Donc, ils peuvent acheter en grande quantité. Ils réalisent donc des économies d'échelle, ce qui leur permet de vendre un produit à 15 francs, alors que tous les autres les vendent à 20 francs. Tu vois? Donc, c'est ça. Le problème ne sera pas que tu vends ou que tu sois un peu plus cher qu'eux. Le problème ne sera pas là-dessus. On a vu la semaine dernière la proposition de valeur. C'est toi qui dois donc montrer à tes clients pourquoi tu vends à 20 francs et quelle est la différence qu'il y a avec les produits importés, par exemple. Première chose qui est évidente, c'est la qualité des produits. Si tu achètes localement, tu peux dire que tes produits ont moins d'engrais ou moins d'organismes génétiquement modifiés et autres. Ça veut dire qu'ils sont plus sains pour la santé que les produits importés. Et ça peut donc justifier le fait que eux, ils vendent à 15 francs et toi, tu vends à 20 francs. Donc, il ne faut pas avoir peur de vendre un peu plus cher. Si ton produit le justifie, tu le vends cher et tu expliques pourquoi. La proposition de valeur est importante dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir donc présenter tes produits, tu vas donc dire farine alimentaire à base de produits 100% naturels. Ou bien, voilà, c'est ça, disons 100% naturel. Le produit importé ne peut pas forcément dire la même chose. Et toi, tu peux aller plus loin. Sur ton emballage, tu peux dire, les produits que nous utilisons sont cultivés à tel endroit. Quand tu écris ça, celui qui est dans ta ville, dans ton pays, connaît exactement où cet endroit-là se situe. Peut-être il passe à proximité de ce champ tous les jours, tu vois. Et il va donc savoir que oui, ça coûte plus cher parce qu'on cultive là-bas, je sais où ça se passe. Et voilà comment on récolte. Certaines entreprises, au dos de leur emballage, te mettent toute la chaîne de valeur, depuis la récolte jusqu'à la mise du produit sur le marché. Ils te disent quand on cultive, c'est le jour 0. Après 15 jours, on vient faire ceci. Après 30 jours, on récolte. Quand on a récolté, on sèche 3 jours, on écrase 2 jours. Ils te font cette petite chaîne-là au dos de leur emballage. Quand ton acheteur, ton client prend, il regarde, il sait que ça a été cultivé. Si c'est au Gabon, peut-être à Port-Gentil, on a pris 3 jours pour amener à Libreville. Voilà, il se retrouve là-dedans. Donc, tu ne dois pas avoir peur de vendre un peu plus cher si ton produit supporte la qualité que tu vends. C'est dangereux si tu vends plus cher et quand on va consommer, on se trouve qu'il est de moindre qualité, par exemple, que celui qui est importé. Là, ça devient problématique. D'accord. Merci, coach. D'accord. Gaëlle, Jessica, je pense qu'on va laisser la place. Oui?
Coach, c'est possible d'avoir un mail pour pouvoir vous envoyer nos travaux, si possible? Oui, je vais mettre l'adresse email dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. D'accord, coach. Mhm. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bon, moi, j'aurais juste besoin du contenu. En tout cas, comme le coach Moïse va le mettre en ligne, je vais pouvoir le voir. Mais sinon, le Oui. cours a été très intéressant. Plusieurs de ces stratégies, déjà, j'en avais déjà pris connaissance et donc, merci pour l'échange. D'accord. Merci, Freddy. Bonsoir à Oui, tous. oui, bonsoir, Jessica. Alors, coach, déjà, merci pour le cours. C'est vrai que ça m'a permis d'avoir plus d'éclaircissements concernant le cœur de cible parce que je me limitais juste au segment, en fait. Donc là, ça m'a permis de travailler plus encore. D'accord. Et j'ai une question concernant le positionnement. Oui. Donc, pour nous qui n'avons pas encore lancé de produits sur le marché, à ce moment-là, le positionnement, en fait, c'est ce qu'on aimerait. Je ne sais pas comment expliquer. La zone que tu voudrais occuper, disons, dans l'esprit du consommateur. D'accord. C'est ça, non? Oui. Parce que Oui, pour c'est ça. toi, quand tu vas prendre une carte perceptuelle, parce que c'est sur la carte perceptuelle que tu peux identifier où tu veux te positionner. Toi, tu es dans quel domaine? Donc, moi, c'est l'agriculture. Oui. Qu'est-ce que tu cultives, par exemple? Donc, la culture de la fraise. D'accord. Production et commercialisation. OK. Ça veut dire que ton positionnement à toi, tu peux le prendre comment? Premièrement, au Gabon, la plupart des fraises peut-être sont importées. Tu vois? Oui. Et la production locale, elle est encore assez marginale. Donc, toi, tu dois mettre donc l'accent sur le fait que tes fraises sont produites localement et sont de meilleure qualité que les fraises qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, par exemple. Oui. Une fois que tu as cette proposition de valeur-là, si tu as une carte perceptuelle, tu vas voir que au niveau du client, la fraise peut être considérée peut-être comme un produit de luxe au départ. Oui. Mais toi, tu viens faire tomber deux barrières, la qualité et le prix. Peut-être tu vas vendre un peu moins cher que les fraises qui sont importées. Ça veut dire que tu attires déjà une partie de la population qui était exclue des fraises au départ. Et deuxièmement, en termes de qualité, comme tu n'as pas utilisé plus les pesticides ou certains engrais chimiques, le goût de tes fraises est meilleur. Donc, tu peux donc jouer sur le goût, peut-être des fraises savoureuses, des fraises 100% naturelles. Et là, immédiatement, tu te positionnes comme une entreprise qui apporte donc ces fraises-là avec un goût au-delà de ce qu'on avait l'habitude de consommer. Tu vois? Et ça fait qu'une fois que tu lances donc ton produit, ta cible, tes consommateurs, les prospects vont dire, OK, oui, celle-là, ces produits sortent d'ici. Voilà, ils seront plus rouges que les fraises importées. Quand tu croques, tu vois, tu ressens. C'est tout ça qui va contribuer à forger ton positionnement. Au départ, ça sera un positionnement voulu, positionnement que tu recherches, mais une fois que ton produit sera donc effectivement sur le marché, qu'on aura goûté et qu'on se sera rendu compte qu'il est de meilleure qualité que ce qui est importé et un peu moins cher dans la tête des consommateurs, donc tu seras au-dessus de cela. Oui. Donc, toi, ton positionnement sera réussi si ta proposition de valeur est bonne et que après tes produits arrivent vraiment à retranscrire la proposition de valeur que tu donnais. D'accord. Merci. D'accord. Donc, je vais mettre l'adresse email dans les groupes WhatsApp.
Comme ça, s'il y a d'autres choses à envoyer, vous pourrez peut-être envoyer par là pour qu'on regarde. Et si vous avez d'autres préoccupations, me faites un mail et puis on pourra toujours en discuter. Donc, le replay, comme je dis, sera disponible aussi, je pense, d'ici le week-end. Jean-Moïse va tout préparer et envoyer les liens. Je vous remercie vraiment. J'ai été enchanté de travailler avec vous et bonne chance dans vos différentes entreprises. Merci. Merci, coach. D'accord. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.